Bonjour, nous continuons notre course à la biodiversité. Cette fois, nous allons regarder la biodiversité, comment elle évolue au cours du temps. Nous avons vu comment elle évoluait dans l'espace, et là, nous allons regarder au cours du temps. Premier point, pour voir la modification de la biodiversité au cours du temps, il faut regarder ce qui s'est passé dans le passé. Quelle était la biodiversité du passé? Et pour ça, nous avons un outil qui nous permet de bien voir, c'est l'outil qu'on appelle des fossiles. Qu'est-ce que c'est qu'un fossile? Ici, vous avez le fossile d'un dinosaure à plumes qui s'appelle l'Archéoptérix, dont on voit les plumes qui sont ici. Ici, vous avez un fossile d'une fleur qui a été laissée. On voit bien les pétales, les sépales, on voit même, si on regarde bien, les étamines, le pistil, on voit la tige. Bref, on voit bien, ce sont deux êtres vivants totalement différents, mais qui ont laissé des traces dans les fossiles, dans les roches, pardon. Et ces traces dans les roches, c'est ça qu'on appelle les fossiles. Donc on peut avoir des fossiles d'animaux, comme l'Archéoptérix à gauche, de végétaux, de bactéries, de champignons, etc. À chaque fois qu'on a une trace d'un être vivant dans les roches, c'est un fossile. Et ces traces d'êtres vivants nous indiquent, nous donnent des informations sur les êtres vivants qui vivaient au moment où la roche est formée. Donc ici, vous avez un exemple sur une fleur qu'on pouvait avoir. Et à la même époque, sur un animal qu'on avait, qui était un petit dinosaure, qui s'appelle l'Archéoptérix. Donc on connaît les êtres vivants du passé grâce aux traces qu'ils ont laissées dans les roches, qu'on appelle des fossiles. Et lorsque l'on regarde ces fossiles, on va retrouver tout un tas d'êtres vivants. On va retrouver certains êtres vivants qui ressemblent aux êtres vivants qu'on a aujourd'hui. Là, par exemple, vous avez une libellule qui vivait autrefois. Souvent, si je regarde comme ça, bah oui, ça ressemble à une libellule, la tête, le corps, les ailes, ça ressemble pas mal à une libellule actuelle. Si je regarde par rapport à la libellule actuelle, oui, on a des points communs. Mais, si je demande à un spécialiste des libellules de me dire à quelle espèce de libellule appartient cette libellule-là, il va me dire ça n'appartient à aucune espèce qui vit aujourd'hui. Vous avez ici une libellule, mais qui est différente des libellules actuelles. Vous avez du coup autre chose. Il y a autrefois il y avait autrefois des êtres vivants qui peuvent ressembler aux êtres vivants qu'on a actuellement, mais qui ne sont pas les mêmes. Et parfois ils ressemblent pas du tout. Par exemple, donc ici c'est une photo de la galerie de paléontologie du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et là vous avez un squelette d'un animal qui s'appelle un diplodocus. Squelette d'un animal qui n'existe plus du tout aujourd'hui. Le diplodocus, ça ressemblait à ça. Ça vivait au Jurassique, donc il y a environ 100 millions d'années, pour faire simple. Vous voyez que c'est pas du tout un animal qui ressemble à ce qu'on a aujourd'hui. Vous avez un animal totalement différent de ce qu'on a aujourd'hui. Et là encore, on a quelque chose qui peut ressembler. On a quatre pattes, une queue, une tête au bout d'un cou, etc. Mais si je remonte encore plus loin, je vais retrouver des choses très étranges. Alors, ça, c'est pas plus loin, c'est plus récent. C'est un ancêtre des baleines et des orques. Vous voyez que c'est ni une baleine, ni une orque, ni un orque. C'est quelque chose de totalement différent. Et si je remonte encore plus loin, je vais retrouver ces traces-là. Ces traces-là qui ont été retrouvées il y a très longtemps, il y a presque 500 millions d'années, enfin, dans des roches qui datent d'il y a presque 500 millions d'années. Ça fait des traces un peu bizarres. Alors ça, on pourrait dire, ça ressemble un peu à une feuille, sauf que ça, c'est un animal. Ça, ce sont des traces d'animal à chaque fois, pas d'animaux. C'est très étrange. Si j'essaie de reconstituer ce à quoi pouvait ressembler l'écosystème dans lequel vivaient ces animaux, donc c'est un écosystème marin, ça ressemblerait à ça. Avec ça, vous vous trompez pas, c'est un animal aussi. Ça ressemble à une gousse d'ail, mais c'est un animal. Ça et ça, ce sont des animaux. Les feuilles vertes, non, mais ici, ça, tout ça sont des animaux. Ça, c'est un animal, ça, c'est un animal. Vous voyez, des choses qui ressemblent pas du tout à ce qu'on a aujourd'hui. Donc, nous avons des êtres vivants du passé qui peuvent ressembler parfois un peu à ceux d'aujourd'hui, mais qui ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, et qui parfois ne ressemblent pas du tout à ceux qu'on a aujourd'hui. Les fossiles qu'on retrouve ne sont jamais exactement semblables aux êtres vivants actuels. Certains sont même très différents. Cette observation indique que les êtres vivants du passé n'étaient pas les mêmes que les êtres vivants actuels. Nous n'avons pas les mêmes êtres vivants dans le passé qu'actuellement. Parfois ils ressemblent, parfois ils ressemblent pas du tout. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas des êtres vivants dans le passé, les mêmes êtres vivants dans le passé qu'aujourd'hui? Pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a des groupes d'animaux qui sont apparus à certains moments, et donc avant ils n'existaient pas, et il y a des groupes d'animaux qui ont disparu. Alors
groupes d'animaux qui apparaissent, hein. Si vous regardez ici, il y a 250 millions d'années, et là, il y a 100 millions d'années, vous n'avez pas les mêmes animaux. Donc, par exemple, le groupe des dinosaures, auquel appartient le Diplodocus, est apparu bien après celui-là. Si je regarde le groupe des dinosaures, justement, je vais voir que les premiers dinosaures, ils datent du milieu du Trias, ici, enfin, du début du Trias. Puis qu'on va avoir des groupes qui se séparent, c'est ce qu'on appelle un arbre phylogénétique. Donc un arbre qui permet de placer les espèces les unes par rapport aux autres, ou les groupes les uns par rapport aux autres. Donc ici vous avez différents groupes de dinosaures qui ont été placés. Vous voyez qu'il y a des groupes qui vont disparaître totalement. Les espèces disparaissent, les groupes disparaissent. Par exemple, le groupe des stégosaures, à lequel appartient Stegosaurus, disparaît à la fin du Jurassique. Au Crétacé, qui est donc après, vous n'avez plus de Stegosaurus. La plupart des groupes de dinosaures qui vont rester s'éteignent à la fin du Crétacé. Et vous n'en avez plus après. Ce qui explique que vous n'ayez plus de T-Rex, vous n'avez plus de Triceratops, vous n'avez plus d'animaux qui ressemblent au Diplodocus, etc. Tout ça, ça s'éteint à la fin du Crétacé. Sauf un groupe, qui est le groupe qui est mis ici en bleu, qui est le groupe qu'on appelle les oiseaux. Les oiseaux, ce sont des dinosaures. Ce sont des dinosaures un peu particuliers, mais ce sont des dinosaures. Ils ont un ancêtre commun avec les autres dinosaures qui est ici. Mais les oiseaux, ils n'étaient pas au début du dinosaure. Dans le groupe des dinosaures, le groupe des oiseaux n'est apparu qu'au milieu du Jurassique. Donc on a des groupes d'animaux qui apparaissent à certains moments, les oiseaux au milieu du Jurassique par exemple, les dinosaures au début du Trias, et des groupes qui disparaissent, le stégosaure à la fin du Jurassique, la plupart des autres groupes de dinosaures à la fin du Crétacé. Et aujourd'hui on a toujours des oiseaux. Donc, chaque groupe d'êtres vivants est apparu à un moment dans l'histoire de la Terre. Parfois ils sont apparus très récemment. L'être humain est apparu très récemment, l'être humain est apparu il y a 200 000 ans. 200 000 ans, c'est très peu pour un groupe d'êtres humains. Et certains groupes sont aujourd'hui éteints, donc des groupes qui n'existent plus. Si on réfléchit à tout ça sur tout le temps, on se dit que il y a 200 000 ans, j'avais pas les mêmes êtres vivants. Il y a 400 000 ans, j'avais pas les mêmes êtres vivants qu'il y a 200 000 ans. Il y a 600 000 ans, il n'y avait pas les mêmes êtres vivants qu'il y a 400 000 ans, etc. Il y a 1 million d'années, c'était pas les mêmes. Il y a 2 millions d'années, c'était pas les mêmes. Il y a 20 millions d'années, c'était pas les mêmes. Il y a 200 millions d'années, c'était pas les mêmes, etc. On s'aperçoit qu'en fait, on a une énorme période pendant laquelle j'ai eu des êtres vivants, depuis la création, enfin, les dernières premières traces de vie qu'on a sur Terre, qui datent d'environ 3,8 milliards d'années, jusqu'à aujourd'hui. J'ai énormément de périodes dans lesquelles j'avais la vie, et dans cette période, chaque instant était différent. Donc la biodiversité qu'on connaît aujourd'hui, ce n'est qu'une toute petite partie de l'immense biodiversité qui existait depuis que l'apparition de la vie sur Terre. Donc en comprenant la très longue période durant laquelle la vie est attestée sur Terre, on s'aperçoit que la biodiversité actuelle ne représente qu'une toute petite partie de la biodiversité passée. Il n'empêche que cette toute petite partie, elle est très importante pour nous et elle représente quand même un très grand nombre d'espèces. Maintenant qu'on a vu comment regarder la biodiversité, on va essayer de voir comment elle évolue. Essayer de comprendre quelles sont les modifications qu'on a eues de la biodiversité. Il y a eu modifications vu qu'on n'a pas eu les mêmes choses avant et après. Et la modification va passer notamment par des épisodes importants qu'on appelle les crises et la diversification. Alors avant de parler spécifiquement des crises et de diversification, on va essayer de regarder actuellement, en ce moment, comment évolue la biodiversité à partir d'un exemple qui va être l'exemple du cheval. Donc j'ai le cheval qui est ici, qui est un animal que l'on trouve aujourd'hui assez fréquemment, un peu partout dans le monde. Le cheval est une espèce qui est apparue assez récemment, comme l'humain. Avant le cheval, il y avait un ancêtre du cheval qu'on appelait l'Hipparion, qui ressemblait un petit peu à cela, qui était beaucoup plus petit qu'un cheval, qui était même un peu plus petit qu'un poney, mais qui existait avant et qui avait des caractéristiques. Par exemple, vous voyez qu'il a 2 doigts, alors que les chevaux actuels n'ont qu'un doigt en général. Bon, il y a tout un tas de différences entre l'Hipparion et le cheval actuel, mais voilà. L'Hipparion a évolué, a changé, et on n'a plus d'Hyperion, mais on a des traces, par exemple des dessins faits par les hommes préhistoriques. Vous avez ici le dessin d'un cheval. Donc il y a eu un moment où les Hyperions ont disparu, on a eu des chevaux à la place, et les humains sont là pour en attester. Les chevaux ont été domestiqués par les humains. Les humains, du coup, ont essayé et ont réussi
de modifier légèrement les chevaux et ont créé ce qu'on va appeler des races de chevaux. Les races de chevaux, c'est l'humain qui les a créées. Donc les races de chevaux, hein, voici quelques races de chevaux par exemple en France. Vous avez différents chevaux qui diffèrent par la couleur de leur pelage, on appelle la robe, par leur crinière, par leurs sabots, etc. etc. Et ça a été créé récemment par l'humain. Et l'humain continue de créer des races, donc on continue de créer la biodiversité. Donc, la biodiversité, depuis l'Hyparion jusqu'aux différentes races qu'on a aujourd'hui, aux différentes races qu'on aura demain, vu qu'on est toujours en train d'en créer, ben elle a évolué. Et elle a évolué sans interruption. On n'a pas un moment où, hop, l'Hyparion est devenu un cheval, ça continue à évoluer, ça a évolué doucement, ça continue à évoluer, bref, on a une évolution en continu, sans interruption. La biodiversité évolue en permanence. On observe ces modifications, les modifications actuelles et les modifications passées, sans interruption. Donc, à tout moment, la biodiversité évolue, elle change. Cependant, si je regarde dans des groupes à manière un petit peu précisément, je vais m'apercevoir qu'il y a des moments extrêmement importants pour la modification de la biodiversité. Par exemple, si je regarde, il y a 66 millions d'années que je regarde une forêt, je vais obtenir ce genre de scène. Une scène avec des dinosaures, hein, ici des Dinocheirus par exemple, ou des Protocératops, ici, qui vivent dans des forêts qui sont principalement faites par des pins et des grandes fougères. Si je regarde 2 millions d'années après, il y a 64 millions d'années, et ben j'ai cette image-là, qui est pas du tout la même. Je n'ai quasiment plus de dinosaures, c'est les dinosaures que j'ai, ce sont des oiseaux. Par contre, j'ai des mammifères. Alors ça, ce sont pas des chevaux, hein, c'est des choses qui ressemblent à des chevaux, mais c'est pas des chevaux. Je vais avoir des arbres différents, je vais avoir des fleurs différentes. Je vais regarder, j'ai beaucoup moins de fougères, j'ai très peu de pins. Par contre, j'ai ces arbres-là qui sont pas les mêmes. J'ai des bouleaux qui apparaissent, qui sont pas du tout les arbres qu'on avait au Crétacé. Bref, en 2 millions d'années, j'ai totalement changé les êtres vivants que j'avais dans les forêts. C'est vrai dans les forêts, mais c'est vrai également dans les mers. Si je regarde ici, il y a 66 millions d'années et là il y a 64 millions d'années, bah, je m'aperçois que j'ai pas du tout la même chose. Ici vous avez des animaux qui sont principalement des reptiles, hein. Ça c'est un mosasaure, c'est un lézard nageant. Ici vous avez un autre lézard nageant, un élasmosaure. Ici vous avez l'un des premiers oiseaux aquatiques. Vous avez ici des ammonites. Vous avez ici une tortue qu'on trouve encore aujourd'hui. Ça, c'est il y a 64 millions d'années. Bah, vous avez surtout des requins, des raies, d'autres types de poissons. Vous n'avez plus les mosasaures, vous n'avez plus les asmosaures, vous n'avez plus les ammonites, vous n'avez plus ces oiseaux-là, ils sont remplacés par d'autres oiseaux, etc. Donc vous avez vraiment un changement majeur. Alors pour information, hein, cette scène-là, elle se passe à Paris, ou proche de Paris. Paris à l'époque ressemblait à ça. Donc, je regarde ce qui s'est passé ici, entre moins 66, je suis là, et moins 64, je suis là, en millions d'années. Et je vais regarder différents groupes. Alors, c'est des groupes hein, que j'ai appelés les thérapsidés, les synapsidés, les orapsidés. Bon, ok. Ici, je m'aperçois que j'ai l'apparition du groupe des dinosaures, je vous dis au milieu du Trias. Et là, j'ai le groupe des dinosaures avec beaucoup d'espèces différentes. Dans ce groupe des archosauriens, il y a un groupe qui va se séparer, un groupe de dinosaures qui se sépare, qui va être les oiseaux. Hop, les oiseaux, ça existe encore aujourd'hui. Vous voyez que j'ai beaucoup plus d'oiseaux aujourd'hui que j'en avais au Crétacé. En revanche, mes autres dinosaures ont disparu. Et un groupe d'archosauriens, donc pas de dinosaures mais d'archosauriens, qu'on appelle les crocodiliens, est toujours présent. Alors les crocodiliens, ils sont apparus au Trias aussi. Hein. Hop, et on les retrouve encore aujourd'hui. Donc ici, j'ai eu un changement majeur. La plupart de mes dinosaures ont disparu, sauf les oiseaux. Par contre, les crocodiliens et les oiseaux ont poursuivi. Si je regarde mes thérapsidés ici, mes thérapsidés disparaissent à la fin du Crétacé. En revanche, j'ai ce groupe-là des mammifères qui se développent énormément. Donc si je suis juste avant ma limite ici, j'ai des dinosaures, un peu d'oiseaux et très peu de mammifères. Si je regarde juste ici, j'ai quasiment plus de dinosaures, il reste que les oiseaux. Par contre, j'ai beaucoup plus de mammifères et de crocodiles. J'ai donc ici une zone très importante. Alors ça, c'est si je regarde un groupe important, mais si je regarde des êtres microscopiques, est-ce que je vais trouver la même chose? Pas totalement. Ici, je regarde des groupes d'êtres vivants microscopiques qui faisaient des coquilles. Donc on retrouve les coquilles dans les roches et on peut les regarder. Je regarde donc des espèces, 6 espèces ici, 3 espèces là.
je m'aperçois que ces espèces ici, je ne les retrouve que dans le Crétacé. Jusqu'à la fin du Crétacé, par contre à la fin du Crétacé, je ne les vois plus. De l'autre côté, mes 3 nouvelles espèces, ici, je les retrouve plus. Je ne les ai pas retrouvées au Crétacé, par contre je les retrouve après le Crétacé. Donc, au moment du Crétacé, toutes ces espèces-là disparaissent, et ces espèces-là apparaissent. J'ai donc bien un changement majeur. Ce changement majeur, je vais appeler ça une crise de la biodiversité. C'est-à-dire, c'est un moment où beaucoup d'espèces disparaissent en même temps. C'est ici, entre le Crétacé et le Paléogène, à une date de moins 105 millions d'années, je vais avoir une crise. Alors cette crise, on peut avoir de plein de manières. Je peux avoir par exemple le nombre d'espèces qui disparaissent. Vous voyez que le nombre d'espèces qui disparaissent, mais il y a toujours un peu d'espèces qui disparaissent. Et au moment de la crise entre le Crétacé et le Cénozoïque, ici à moins 105 millions d'années, j'ai près de 50% des espèces qui disparaissent. La moitié des espèces présentes sur Terre et dans les mers disparaissent d'un coup. C'est énorme. Alors, vous voyez, il y a eu d'autres crises avant. Par exemple, il y a eu une crise entre le Jurassique et le Crétacé. Il y a eu une petite crise au milieu du Crétacé, etc. Mais vous voyez que là, j'ai une crise très importante. Ce qu'on appelle une crise majeure. Une crise Crétacé-Tertiaire est une crise majeure. Alors, on a essayé de comprendre à quoi c'est dû, cette crise-là. Ici, on vous a proposé 2 explications. Alors, on ne sait pas exactement quelles sont les causes, et on pense qu'il y a de nombreuses causes qui jouent. Ici, ce qu'on voit, c'est que au milieu, à la période entre les mythes Crétacé et le Tertiaire, on a une énorme météorite qui s'est posée, qui va avoir plein de conséquences. Et cette énorme météorite a des conséquences qui vont fragiliser l'écosystème et donc provoquer la disparition d'espèces. Et en même temps, on a d'énormes éruptions volcaniques qui, elles aussi, vont avoir des effets. Il y a d'autres choses, hein, il y a plein d'autres choses qui jouent. Et qui font qu'on a ici une extinction majeure. Il peut y avoir plein de causes différentes pour les extinctions majeures. Ici, les 2 causes principales sont l'impact d'une météorite et un volcanisme très important. Alors, il n'y a pas que ça, il y a le fait par exemple que les plantes sans fleurs sont remplacées en grande partie par des plantes à fleurs, qui là aussi changent beaucoup de choses, parce que notamment les grands dinosaures ne savaient pas digérer les feuilles des plantes à fleurs, par contre ils savaient digérer les feuilles des plantes sans fleurs. S'ils ont moins de ressources, bah, ils vont être moins nombreux, etc., etc. Il existe donc des périodes pendant lesquelles beaucoup d'espèces disparaissent en même temps. Ce sont des crises biologiques. Les crises biologiques peuvent être vues à de nombreux facteurs différents. Et ça se caractérise à chaque fois par des extinctions massives d'espèces. D'un coup, beaucoup d'espèces disparaissent. Bien. Mais du coup, après, qu'est-ce qui se passe une fois que ces espèces ont disparu? Et bien après, c'est ce qu'on voit ici, par exemple avec les crocodiliens, les oiseaux, les mammifères. Les groupes qui survivent se diversifient. Je vais avoir tout d'un coup beaucoup plus d'espèces d'oiseaux, beaucoup plus d'espèces de mammifères, beaucoup plus d'espèces de crocodiliens. Comment ça peut s'expliquer? Je vais avoir, vous voyez ici, même au niveau microscopique, des nouvelles espèces qui apparaissent, etc. Comment ça s'explique? Bah, regardez un petit peu ces 2 forêts. Je fais disparaître mes gros carnivores ici, mes Deinocheirus. Je fais disparaître mes gros herbivores. Je fais disparaître mes grandes fougères qui étaient ici, mes grands pins. Je vais avoir tout d'un coup un espace dans lequel, si jamais j'ai des mammifères qui sont là, mammifères qui étaient tout petits, parce qu'ils ne pouvaient pas avoir l'espace pour grandir et se développer à cause des grands dinosaures, là peuvent devenir plus grands. Et peuvent prendre la place des grands dinosaures. Si j'ai plus les grands dinosaures, j'ai de la place qui est libre. Et mes grands mammifères peuvent venir. Même chose, si j'ai plus mes pins ou mes grandes fougères, bah, de nouvelles espèces végétales, les bouleaux peuvent prendre la place et devenir plus grands, etc., etc. Je vais libérer de l'espace, que ça soit en termes de nourriture disponible ou que ça soit en termes de fonctionnement disponible, pour de nouvelles espèces. Et du coup, on va avoir une diversification, après une extinction massive, des groupes. Donc ici, on a eu entre les deux une diversification des mammifères, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des mammifères qui occupent autrefois les espaces qui étaient occupés par grands dinosaures. Par exemple, nous avons des grands mammifères, comme les girafes ou les éléphants. Nous avons des grands carnivores, comme les tigres, les loups, les lions, etc. Tous ces espaces qui étaient autrefois occupés par des grands dinosaures. Même chose dans les mers. Même principe, mêmes effets. Après une cause biologique, on observe une phase de diversification de la vie. De nombreuses nouvelles espèces apparaissent, utilisant des fonctionnements et ou des milieux laissés libres
par les espèces disparues. Bien, ça, c'est l'évolution passée, la biodiversité. Je vous ai dit que la biodiversité continuait à évoluer. Qu'en est-il maintenant, aujourd'hui? Donc, quelles sont les modifications actuelles de la biodiversité? Eh bien, ces modifications actuelles, premièrement, elles continuent d'exister. On le voit avec les races de chevaux qui apparaissent, le fait que des races de chevaux apparaissent, nouvelles races apportent de la nouvelle diversité, donc de la biodiversité, donc on continue d'évoluer. Ces points importants, il ne faut pas s'imaginer qu'aujourd'hui, la biodiversité, elle est là, elle est fixe et elle ne va pas bouger. Elle va bouger, elle est en train de changer actuellement. La biodiversité continue de se modifier aujourd'hui. Et là, le mauvais point, c'est qu'en ce moment, précisément, bon, je vous parle, nous sommes dans un cas où nous sommes dans une crise de la biodiversité majeure. Nous perdons énormément d'espèces. Là, c'est un message qui avait été donné par un journal qui montrait 4 espèces qui n'ont pas disparu et qui sont en train de disparaître. Concrètement, ces espèces-là sont en train de disparaître. Si rien n'est fait, les guépards n'existeront bientôt plus, les girafes n'existeront bientôt plus, les lions n'existeront bientôt plus, les orang-outans n'existeront bientôt plus. Alors les orang-outans, c'est quasiment terminé déjà. Il y en a très peu, les orang-outans. On en est à quelque chose genre 118 000, c'est rien du tout. Enfin, c'est 118 000, c'est moins qu'une petite ville en France. Voilà. Les lions, il y en a 20 000, c'est très petit. Et ça, c'est des espèces qui ont survécu. Il y a plein d'espèces qui ont déjà disparu, qu'on ne voit plus, que l'humain, notamment, on va voir, c'est l'humain surtout, a détruit. Donc la période actuelle est caractérisée par une crise biologique majeure. De nombreuses espèces disparaissent très rapidement partout dans le monde. C'est exactement ce qui s'était passé à l'époque des dinosaures, sauf que là, c'est pas une météorite et c'est pas le volcanisme qui a fait ça. Alors qu'est-ce qui a fait ça? Je l'ai dit, c'est principalement l'activité humaine. La cause de cette crise biologique majeure, c'est l'activité humaine. Pour des tas de raisons. Première raison, c'est la pollution. Nous répandons des tas de produits polluants. Ces produits polluants détruisent les êtres vivants. Ici, vous avez une marée noire, c'est-à-dire du pétrole qui a été lâché en mer et qui se retrouve sur le rivage. Cette marée noire va tuer les coquillages, les vers, les poissons qui étaient ici. Et comme tous ces êtres vivants servaient à nourrir après d'autres êtres vivants, et on va tuer à peu près tous les êtres vivants possibles à un endroit. Donc, la pollution, c'est une cause de disparition d'espèces très importante. Il y a encore pire que la pollution, c'est la disparition de l'habitat. Si l'orang-outan est détruit, c'est pas parce qu'on l'a pollué, c'est parce qu'on a fait ça. On mange de l'huile de palme. Pour manger de l'huile de palme, il faut des endroits où on cultive l'huile de palme. Or, l'huile de palme ne se cultive pas partout. Et on va détruire des forêts. Ici, ce que vous voyez, c'est une plantation pour l'huile de palme. Ici, il y avait une forêt, comme celle qui était là avant. On l'a détruite pour pouvoir planter et pouvoir avoir de l'huile de palme. Donc, en détruisant l'habitat, on détruit les forêts, par exemple, des orang-outans. Si les orang-outans n'ont plus d'endroit où vivre, ou si les tigres n'ont plus d'endroit où vivre, les tigres ont quasiment disparu aussi, si les tigres n'ont plus d'endroit où vivre, ils disparaissent. Et ça, c'est le point le plus important. Alors, je vous cite l'exemple de l'huile de palme, parce que c'est particulièrement marquant, et c'est particulièrement fort, mais il y a plein d'autres choses. Pensez que, par exemple, Paris a été construit sur des marais et des forêts qui n'existent plus. Les espèces qui vivent dans ces marais et ces forêts, soit on en retrouve à côté, soit elles ont disparu. On sait qu'il y en a certaines qui ont déjà disparu, etc., etc. À chaque fois que l'humain va utiliser un espace pour faire une activité, il va détruire de l'habitat pour d'autres espèces. Dernier point, qui est un point aussi important, c'est le réchauffement climatique, qui est quelque chose qui indirectement provoque la disparition de beaucoup d'espèces. Alors cette image-là, c'est en France. C'est un lac en France. Et avec le réchauffement climatique, il y a une sécheresse très importante. Alors, le réchauffement climatique ne provoque pas les sécheresses, mais augmente leur fréquence. C'est-à-dire que les sécheresses qui devaient arriver une fois tous les 20 ou 100 ans, maintenant arrivent tous les 2 ou 3 ans. Donc, vous voyez, c'est pas la même chose. Et donc, la sécheresse va pouvoir diminuer grandement la taille du lac, et du coup, les espèces de poissons, de grenouilles, de tritons, d'algues qui vivaient à l'intérieur risquent de disparaître. Donc cette crise biologique est due très majoritairement à l'activité humaine. La pollution,
la destruction des habitats et le réchauffement climatique, etc. Voilà pour le cours d'aujourd'hui. Vous devez le recopier et l'apprendre. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes vacances, puisque vous avez 2 semaines de vacances, et je vais vous revoir, vous me réentendrez ma voix par YouTube la semaine de la rentrée. Bonnes vacances à vous!